Omotunde, spécialiste des humanités classiques africaines. Bonsoir Monsieur Omotunde. Bonsoir, je salue vraiment avec énormément de ferveur tous les téléspectateurs de Canal 10 et de notre émission en particulier. Donc, nous avons déjà effectué 2 émissions pour recadrer un petit peu l'opinion que l'on a de l'Afrique, tout ce qui vient d'Afrique, quasiment tout ce qu'on utilise effectivement dans notre société moderne. On va encore développer quelques nouveaux points encore aujourd'hui en termes d'informatique, de mathématiques, un peu religieux aussi, sur l'aspect religieux. Mais avant de continuer ce petit cours historique avec vous, qu'est-ce que vous pensez effectivement de la situation en Libye d'une part, mais de l'éveil, on peut dire, de l'éveil des consciences internationales sur un état de fait qui se répète en fait dans plusieurs pays et du Moyen-Orient et d'Afrique assez régulièrement. Oui, c'est-à-dire que là, il y a eu un électrochoc. Il y a eu un électrochoc par rapport aux images de CNN. Il faut savoir que les images, en tout cas dans l'espace français, on les a découvertes avec plusieurs mois de retard. Mais il faut savoir que depuis le début de l'année, les ONG qui s'occupent des droits humains avaient déjà signalé ces cas d'esclavage, d'abus et d'abus sexuels et autres qu'il y avait en Libye. Il faut savoir qu'avant, il y avait Kadhafi qui essayait de gérer la situation. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'après-Kadhafi, c'est-à-dire l'Europe qui donne 200 millions d'euros à la Libye, qui est un État complètement émietté, qui est revenu au niveau du clan, hein, donc c'est des oppositions de clans, et qui organise finalement le passage donc de tous ces migrants qui arrivent en Libye et qui veulent partir donc en Europe. La chose, c'est que quand les bateaux sont pleins, eh ben, le trop-plein reste sur place, et c'est ce trop-plein-là qui fait objet donc de vente la nuit. Bon, la chose, c'est que c'est un peu revivre en passé qu'on ne désirait pas revivre, et je pense que c'est ça qui a beaucoup choqué les gens. Mais la chose, c'est que c'est ça aussi la problématique d'une communauté. Quand elle ne fait pas le devoir de puissance, eh ben, elle est en constat de faiblesse. Et c'est ça les problématiques de fond. C'est vrai qu'il y a le droit, les droits humains, il y a les droits de l'homme, mais il y a la puissance qui est au-dessus de tout. Quand vous n'avez pas la puissance collective, eh ben, vous êtes confronté à ça. Et ça, il faut bien comprendre les choses. Hein. C'est-à-dire qu'une communauté qui n'est pas puissante, eh ben, subit, je dirais, toute forme de domination, y compris ces problématiques d'esclavage. Elle ne doit pas attendre justement un raisonnement, une illumination de la part des autres peuples. Non, je pense qu'il faut revenir à la raison. On a, je dirais, un penchant matérialiste de l'humanité qui s'est exacerbé depuis le XVe siècle. C'est vrai qu'on a subi énormément, mais on doit tirer les leçons de l'histoire. Vous voyez, on doit tirer les leçons de l'histoire. Aujourd'hui, nous ne faisons pas partie d'une humanité qui peut se permettre de vivre sur la planète sans se soucier des lendemains, sans se soucier de ses relations avec les autres communautés humaines. Vous voyez, nous avons un devoir, je dirais, de projet collectif, on a un devoir de défense collective et on a un devoir aussi de puissance. Et ça commence aussi par le fait de forcer déjà l'Union africaine à assurer sa mission. Et ça, il faut la forcer parce que l'Union africaine est sous couvert de l'Union européenne. Et il faut forcer aussi l'Union européenne à respecter le droit, à commencer par le droit international. Alors, j'ai regardé pas mal de manifestations, justement, en hexagone, enfin pas mal. Il y avait un rassemblement organisé par les Jeunesses Conscientes, enfin les Kémy Séba, un peu tous ces acteurs du panafricanisme en ce moment. Un appel qui a été aussi lancé par Claudicia, qui a été très relayé. Qui a été très relayé, effectivement. Effectivement. Mais il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux par rapport au public qui a assisté à ces mobilisations et les Noirs, donc les Afro-descendants, se sont sentis bien seuls et disent maintenant que concrètement nous sommes seuls contre tous, que personne ne nous aime en tant que Noirs. C'est-à-dire que tout le monde a vu pour Charlie, tout le monde avait la petite pancarte. Hein? Je ne suis pas une marchandise, on n'a pas vu beaucoup de pancartes portées par des gens non noirs. Vous voyez l'affaire? C'est pas que, il faut bien faire un constat à un moment. Vous voyez, il y a des choses qui nous concernent directement, sur lesquelles, je dirais, la collectivité ne fonctionne plus. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'esclavage a une conséquence, c'est le fait de marginaliser le monde noir de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Et ce qui fait que quand il faut créer les associations, eh ben, c'est un petit peu compliqué. On va les faire, par exemple, quand il faut faire des opérations humanitaires. Mais quand il faut créer l'équivalence
je dirais, de la dignité humaine, on voit bien que non seulement il y en a beaucoup qui veulent souffler sur la flamme de la dignité humaine, mais cette notion même de dignité humaine, on voit bien que nous en sommes encore loin. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il faut commencer par se respecter. Si on ne commence pas par nous respecter nous-mêmes, ce sera compliqué de se faire respecter à l'extérieur. Et je pense que c'est déjà parce qu'il y a un déficit de respect de nous-mêmes envers nous-mêmes qu'on se retrouve confronté aussi à ce genre de problème-là. Et c'est effectivement pour cela aussi qu'on essaie de réconcilier l'homme noir avec l'histoire noire, mais c'est vrai que beaucoup n'ont pas envie, ne sont peut-être pas prêts. Non, c'est-à-dire qu'il faut simplement expliquer aux gens que l'histoire peut se raconter selon la technique du verre à moitié vide ou selon la technique du verre à moitié plein. Je dirais, tous ceux qui, de l'ordre de la prédation, racontent toujours l'histoire selon la technique du verre à moitié vide. Vous voyez l'affaire? Mais c'est normal parce qu'ils sont dans la prédation. Mais il ne faut pas oublier que l'histoire a un objectif, c'est de faire en sorte que les sociétés humaines accèdent à la dignité de l'objectivité. Et c'est là où se trouve, je dirais, le terrain d'entente, sur lequel il n'y a pas de problématique de couleur de peau. Ce sont des idéaux que chacun doit pouvoir porter, la notion de dignité humaine. Et ça nous concerne tous. Il y a beaucoup de déconstruction à faire avant cela. Déjà à notre niveau. Parce que je vois bien que quand je dis, par exemple, que ce sont les mathématiques africaines qui font fonctionner les plus grands et tous les ordinateurs de la planète, je vois bien qu'au lieu de me demander « Ah bon, est-ce que tu peux nous expliquer ?» je vois déjà des regards dubitatifs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un effet donc de l'imaginaire colonial qui a encore impacté donc les cerveaux aujourd'hui. Et plutôt que de simplement me poser la question, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? C'est-à-dire garder sa neutralité, mais rester dans la curiosité. Mais il y a une espèce de logique qui veut que tout ce qui sort d'Afrique soit négatif. Il ne peut rien avoir de nous positif. sommes dans une construction coloniale. Mais il faut faire attention. Ce qui est dit au-dessus de la table n'est pas ce qui est fait en dessous de la table. Hein. Il y a un jeu de dessus et de dessous de table. Hein. Parce que tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, pour développer la technologie, les plus grands ingénieurs, c'est en Afrique qu'ils vont. Et ça, c'est important parce qu'on a standardisé l'humanité. Vous allez en Australie, vous entendez les mêmes chansons que vous avez entendues si vous étiez au Canada. Maintenant, quand on veut avoir de l'originalité de la pensée humaine, il faut aller dans des endroits où, dans un territoire, il y a plusieurs groupes humains qui ne partagent pas forcément la même vision culturelle. Donc, quand on vous dit qu'au Cameroun, il y a 125 dialectes, c'est 125 systèmes mathématiques. Et c'est nous qui avons du mal à comprendre ça. Les autres ont parfaitement compris ça. Et c'est pour ça que dans les lieux de technologie, il y a beaucoup d'ingénieurs issus du monde noir, parce que la culture du monde noir est très forte. Et ça, c'est important de le souligner. Nous avons une culture très forte. C'est-à-dire qu'il y a des implications dans tous les domaines de la science, de l'astrophysique, de la physique. C'est nous qui devons faire cet effort de comprendre, maintenant sous l'aspect scientifique, cette culture. C'est important. L'assimiler pour la transformer? Même quand on fait du gros cas, c'est de la science. La chose, c'est pourquoi on se refuse de voir le gros cas comme de la science. On veut le voir que, voilà, c'est un pas de danse, c'est une musique, c'est un rythme, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a un moment où le gros cas, c'est de la science, c'est de la fabrication de l'énergie pure. Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire qu'on est devenu conservateur. On s'est installé dans un schéma de pensée et finalement, on s'est carrément construit autour de ce schéma de pensée. Et quand on arrive, on se retrouve face à quelqu'un qui ne partage pas ce schéma-là, qui essaie de vous faire voir un peu, pas le bout du doigt, mais ce que le doigt montre au loin, on se retrouve à vouloir rester au niveau du bout du doigt et pas regarder au loin. Et c'est là que c'est compliqué, vous voyez. Mais la chose, c'est que moi, j'ai des matériaux, je ne parle pas en l'air, je monte des documents, j'ai des appréciations de chercheurs, j'ai des éléments. Par exemple, quand je dis que le fût, c'est une invention de l'Afrique noire et que l'unité de mesure, c'était le quart, n'importe qui va sur Wikipédia, il le voit. Vous voyez ce que je veux dire par là? Moi, c'est pas de ma faute si les gens ne vont pas vérifier une information, ils l'acquiescent sans vérification. Moi, je vérifie tout. Alors pour vous, l'instrument lui-même, la position et la musique jouée... C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est-à-dire qu'en égyptien ancien, c'est Tébène. C'est Tébène qui va donner tambour. Vous voyez l'affaire? Mais quand on parle, par exemple, de 7 rythmes, il faut savoir que les ancêtres disaient qu'il y a 7 ouvertures dans la tête d'un être humain. Et ces 7 ouvertures participent au rythme et à la vibration. Mais la chose, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'on prend Hirtisen, qui est le grand maître en matière d'art, qui dit que quand on enfante un art, on enfante une vibration. Que ce soit un son, que ce soit une sculpture, que ce soit une peinture, tout n'est que vibration. Maintenant, si on ne sait pas ce que c'est que la science de la vibration, il ne faut pas enfanter de forme artistique.
C'est ça l'enjeu. Mais on sait effectivement que, par exemple, la musique qui résonne émet une vibration. Mais Oui, après, on ne sait pas à quoi elle sert, comment elle est véhiculée. Le problème, c'est que tout sur Terre est issu d'un créateur qui a créé. Mais personne ne s'intéresse aux lois qu'il a respectées pour créer. Mais tout le monde dit qu'on crée, mais sans se soucier de ce que c'est que la loi de la création. Nos ancêtres, eux, ont dit non. Ils ont dit, nous allons d'abord étudier la loi de la création issue du créateur, nous allons créer après. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens qui créent ne sont pas responsables dans le domaine de la matière et dans le domaine de l'antimatière de leur création. Et c'est là l'enjeu, parce qu'ils ne voient que la dimension matière de leur création, ils ne voient pas la dimension antimatière. C'est vrai que le monde de l'invisible, c'est-à-dire, c'est la vibration. C'est beaucoup de fantasmes, et surtout beaucoup de fantasmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, c'est un monde qu'on peut aborder en restant uniquement dans la science. La mécanique quantique aujourd'hui permet d'aborder tout cela dans l'univers scientifique. Mais la chose, il faut bien comprendre qu'il y a une implication du sentiment humain dans la nature de la vibration. Et ça, les Dogons en parlent. Comment vous faites pour imaginer que les Dogons vous disent que le son, quand il est dans l'air, sa forme est hélicoïdale? Vous voyez comment les Dogons font pour savoir que la vibration d'un son est dans l'air à une forme hélicoïdale. Donc il faut voir que derrière le Dogon qui fait du tambour, qui chante, il y a quand même un Dogon qui prend le temps d'étudier scientifiquement la production musicale, mais sous un volet scientifique. Et c'est ça qui nous manque ici. C'est-à-dire ceux qui nous manquent, parce que je vois des Européens qui s'intéressent à ça, mais ils ne vont pas faire grand bruit. Ils vont venir me voir, ils vont me dire, Monsieur Motunde, j'aimerais voir avec vous telle chose. Vous voyez l'affaire? Mais je parle de nous. On ne peut pas rester dans un pas de danse qui n'est qu'un pas de danse, techniquement. C'est-à-dire qu'on fait d'un pas de danse une dimension de technicité. Or, dans le pas de danse, il y a un caractère de régénération des organes qui sont à l'intérieur des êtres humains. Comment ce procédé-là s'explique? Parce que, vous savez, une bouteille, si vous la soulevez, vous voyez qu'un cercle. Si vous la mettez debout, vous voyez quelque chose de relativement haut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous regardez que de façon horizontale, vous verrez qu'un cercle, et vous pouvez passer votre vie à disserter sur le cercle. Vous n'avez jamais eu l'opportunité de voir que c'était une bouteille. Je pense que c'est un petit peu ce qui nous arrive aussi des fois. C'est-à-dire qu'on ne veut pas regarder l'objet sous différentes facettes. Vous voyez ce que je veux dire par là? On veut, non, c'est comme ça et c'est comme ça. Et on appelle ça la tradition. La tradition du monde noir n'a jamais été figée. C'est un terrain, je dirais, d'exploration, mais sur de multiples terrains. Le volet scientifique, le volet astrophysique, le volet tellurique, le volet cosmique, le volet c'est ça. Vous voyez, ça, là on est dans la tradition. Parce qu'il faut savoir que les gens qui ont élaboré nos arts et nos traditions étaient avant tout des scientifiques. Et ça, il faut le savoir. Je ne parle pas de gens qui allaient à l'école et qui ont étudié Einstein. Je parle de gens qui ont été initiés à la connaissance scientifique de ce que c'est qu'un son. Et Einstein même a reconnu cette nourrie des productions intellectuelles émanant de ces gens. Et on a beaucoup d'Européens, les Picasso, tous ces gens-là, ils ne se sont pas cachés à un moment d'aller puiser l'inspiration, d'aller puiser véritablement cette forme de réflexion totalement nouvelle pour eux dans la tradition africaine et qui fait que leur nom est resté célèbre. Quand vous prenez Newton, Newton n'a rien fait plus que ce que tous nos ancêtres avaient déjà fait. Et il y a des stèles au musée du Louvre qui le prouvent. Vous savez, moi, il y a 15 jours, j'ai fait une conférence en Martinique. Il fallait oser. Le thème de la conférence, c'était « Est-ce que vous pensez vraiment que dans le domaine des sciences, l'Europe a doublé l'Afrique ?» Des gens, des professeurs de mathématiques, de physique, enfin les gens sont venus. Mais les gens ont vu à la fin que nous avons des arguments. Nous avons des arguments parce qu'il y a des choses dans nos arts et traditions que nous savons dans le domaine du fonctionnement du Big Bang qu'aucun physicien du Big Bang n'a jamais dit, à commencer par tout ce qui s'est passé au niveau de l'avant le temps de Planck. Avant le temps de Planck, on a beaucoup d'informations dans les traditions africaines. Vous voyez? Et tout cela, on a besoin d'énormes machines en Occident pour analyser ce qui se passe entre le temps 0 et 10 puissance moins 32 secondes, alors que toute la tradition africaine se trouve figée dans cet instant-là. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre que lorsque vous avez un système de pensée qui n'est pas le vôtre, vous avez une façon de voir les choses, mais qui n'est pas la vraie façon. Vous voyez? Et si vous bâtissez en plus un conservatisme là-dessus, vous vous enfoncez. Parce que la Terre est en mouvement,
Hein, non seulement elle tourne sur elle-même, mais elle tourne autour du Soleil. C'est-à-dire que la connaissance est toujours en mouvement, elle n'est jamais figée. Et ça, il faut le comprendre aussi comme ça. Très bien. Bon, j'aimerais que ultérieurement on puisse développer justement sur la régénération par le cas. Comment effectivement on peut retrouver la cité grâce au cas. Mais avant cela, effectivement, on va poursuivre les démonstrations sur les découvertes qui ont été faites et qui corroborent effectivement tous vos dires. On a justement un panel de vidéos à l'international pour montrer effectivement que les avis se recoupent. Ce n'est pas des choses qu'on invente sur ce plateau, pas du tout. Mes chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 96 10 10 si vous avez une question pour Jean-Philippe Omotunde. Il se fera un plaisir d'y répondre. Mais on reprend nos démonstrations en attendant, en passant justement par ces découvertes au Soudan. Voilà. Alors, en fait, la chose, c'était de quoi? C'était de dire que si nous avons construit des édifices tels que des pyramides et des temples immenses en Amérique du Sud, et que nous étions déjà là avant l'arrivée des Amérindiens, ça veut dire qu'il faut démontrer qu'en Afrique, nous avons construit déjà des civilisations ayant atteint des niveaux de développement qui dépassent l'entendement. Et en fait, en 2017, on a continué encore à trouver des civilisations. Et je vous propose de regarder justement ce que on a découvert au Soudan. C'est Charles Bonnet qui a fait des fouilles. Et qui a découvert mais vraiment des choses extraordinaires, plus d'une dizaine de civilisations, ce qui est énorme. Vous voyez ? Un archéologue suisse, Charles Bonnet, a mis au jour 3 temples d'une forme inhabituelle dans cette région. Ils dateraient d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et pourraient remettre en cause toute l'histoire de cette région d'Afrique. Les explications de Maud Roubaud. La structure est étonnante, inédite même. Un pur produit de l'architecture africaine, conçu il y a 3500 ou 4000 ans. Aujourd'hui, il ne reste que les fondations qui viennent d'être mises au jour. C'est un énorme bâtiment avec des formes rondes et ovales. Certains côtés font plus de 50 mètres de long et avec 1400 colonnes. Cela signifie que c'est un bâtiment énorme et son architecture est inconnue. Visiblement, son style n'a pas fait des mules, mais la découverte est extraordinaire pour l'histoire de la région. Tout reste à comprendre. C'est fascinant pour nous, car nous découvrons un monde nouveau. Et c'est le monde africain. Le sujet passionne Charles Bonnet, 50 ans qu'il travaille sur le site de Doukidjel et remonte toujours plus loin dans le temps. La thèse de l'archéologue, le roi de Kerma aurait résisté aux Égyptiens pour contrôler le commerce en Afrique centrale. Il en est persuadé, d'autres trésors se cachent dans ces collines. Ces découvertes ouvrent la voie à une nouvelle discipline. Après l'égyptologie, voici venu le temps de la soudanologie. Voilà, alors l'exemple qu'on vient de voir est parlant, parce que là, vous avez des civilisations qui sont là 2000 à 1500 ans avant la Grèce antique. Vous voyez ? Donc, quand on dit que la civilisation est née en Grèce antique, donc je pense qu'il faut être un petit peu sérieux, vous voyez ? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve déjà l'architecture occidentale aussi là. Donc, c'est-à-dire qu'on a au niveau de l'Égypte, mais on l'a là, avec notamment les colonnes, les édifices immenses. Et ça, c'est important de pouvoir souligner ça. Parce que toute la tradition architecturale qui va être finalement celle de l'Occident viendra de l'Afrique. Avec les colonnes, avec les chapiteaux, avec tout ça. Et ça, on le voit encore quand on est en Guadeloupe, quand on est en Martinique, on voit ces constructions. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est important de connaître la source des choses, de savoir d'où ça vient. Parce que quand on voit l'Arc de Triomphe, par exemple, à Paris, il faut savoir que c'est la copie, l'original est en Afrique. Et l'original date de plusieurs milliers d'années. Vous voyez ? Et quand on est devant l'original en Afrique, on voit bien qu'on a l'arche de Triomphe. On voit bien, c'est l'entrée des temples, mais on voit bien que c'est vraiment une photocopie parfaite que les Romains ont repris pour finalement s'en servir dans le cadre de leur campagne politique. Donc ça, c'est important de le souligner. Et tellement ces découvertes sont grandes, apparemment, on en fait des nouvelles sciences maintenant. Oui, carrément. C'est-à-dire la soudanologie. La soudanologie, parce que aujourd'hui, on a des matériaux, on a des civilisations. Vous savez, c'est extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à l'époque où j'étais étudiant, il y avait une théorie qui disait que, mis à part l'Égypte et la Nubie,
il n'y a plus jamais eu en Afrique de civilisation de la pierre taillée. Et là, qu'est-ce que vous découvrez? Une dizaine de civilisations de la pierre taillée. Vous retrouvez la pierre taillée au Zimbabwe, avec donc le grand complexe de Zimbabwe. On retrouve la pierre taillée aussi en Afrique du Sud, donc avec les grands complexes. On retrouve au Burkina. Enfin, on se rend compte que l'Afrique, donc de l'époque impériale, c'était essentiellement une Afrique des châteaux forts. Et des châteaux forts qui arrivent 3000 ans avant le premier château fort européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est parce que les Européens sont partis faire les croisés qu'ils ont vu les châteaux forts pour la première fois. Parce qu'ils en parlent aux enfants comme s'ils sont les inventeurs du pont-levis. Le pont-levis est une invention de l'Afrique. Parce qu'on construisait les châteaux forts le long des fleuves. Et c'est l'eau des fleuves qui faisait les douves. D'où le fait qu'ils ont fait les châteaux de la Loire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ça, il faut vraiment comprendre ça. Les choses ont une origine et cette origine est africaine. Et ce n'est pas de ma faute. S'il y a des fouilles archéologiques, il y a des documents de fouilles qui existent, mais quand on fait les documentaires sur l'histoire des châteaux forts, eh bien, on ne montre pas les premiers châteaux forts de l'histoire de l'humanité. Il y a tout un pan C'est ça les problématiques. Vous parlez de la muraille de Chine, mais en Afrique, il y a des murailles aussi imposantes que la muraille de Chine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des murailles, il y a tout ça aussi sur le continent africain. Vous voyez, et la chose, c'est que c'est véritablement le fait de comprendre que quand vous avez le Seigneur des Agneaux, vous voyez, on vous prend un château fort, et la chose, c'est que cet château fort existe, mais en Afrique. Vous voyez, le Gondar, c'est le Gondor. Le Gondor est en Éthiopie. Mais c'est un vrai château fort, hein. Sauf que dans le Seigneur des Agneaux, quand on appelle le château fort le Gondar, personne ne voit que ce château fort, en fait, il existe, mais en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a toujours des petits messages subliminaux un petit peu. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'ignorance tel que lorsqu'il y a la petite pichenette à notre histoire et à notre patrimoine culturel, eh bien, on ne se rend même pas compte que, en fait, c'est juste Gondar, mais ce château existe vraiment et il est en Afrique. Alors, pour une petite parenthèse, parce que ça m'a un petit peu marqué dernièrement, j'ai tilté dessus à cause effectivement de nos échanges réguliers. Je ne sais pas si vous regardez, mais Dragon Ball, pour ceux dont ça parle un petit peu à tout le monde. Mais il y a Dragon Ball Super maintenant, donc la suite de ce qu'on regardait quand on était plus jeune. Et maintenant, c'est vrai que les Saiyans doivent affronter les dieux de la destruction, de la création. Et effectivement, ces dieux sont matérialisés en tenue égyptienne. Ils sont tous avec des attributs effectivement égyptiens, comme une espèce de petite dédicace totalement des Japonais. Alors aussi parce que, vous savez, la tradition des super-héros viennent d'Afrique. Elle vient d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a un corpus théologique qu'on appelle le Mvet. Le Mvet qu'on retrouve notamment au Gabon. Donc c'est deux peuples qui s'affrontent mais avec des super-pouvoirs. Donc il y a un qui a la sagesse et l'immortalité, et l'autre qui est totalement dans le désordre, mais qui veut ravir donc l'immortalité pour s'en servir dans le désordre. D'où les affrontements. Vous voyez? Et vous retrouvez ça un peu quand vous lisez un peu certains épisodes des X-Men, où il y a un peu dans les problématiques un peu psychologiques, il y a cette idée de sagesse, de retour vers la lumière, d'avancer vers la lumière. On retrouve ça parce que les textes sacrés du Mvet, qui sont étrangement identiques à la Bible, hein, c'est extraordinaire. Mais la chose, c'est qu'il y a cette idée de l'affrontement entre deux peuples. Et cet affrontement entre deux peuples, les éléments guerriers du peuple ont des super pouvoirs. D'accord. Et ça, c'est pour ça qu'on commence, d'ailleurs en Afrique, à faire des bandes dessinées, des dessins animés sur ça. Parce que je pense que ce sera une il y a matière à faire en plus. Hein. Il y a de la matière. En plus, ça ouvre vers la connaissance d'un corpus. Et ce que j'apprécie dans ce corpus, c'est ce que Dieu dit au premier initié. Dieu, il dit au premier initié, tu sais, je vais créer l'intelligence, mais si l'intelligence, je la laisse agir sans lui mettre un garde-fou capable de la stopper, elle sera capable, à un moment où elle se prendra pour un être surpuissant, de tout détruire. Donc, vous voyez ça, et ça, c'est dans le texte biblique du Mvet. Donc oui, je vais créer l'intelligence, mais je vais lui mettre un frein. Quand même. La connaissance. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et regardez bien une chose, dès que vous avez l'intelligence et vous n'avez pas arrimé l'intelligence à la connaissance, vous arrivez au chlordécone, enfin vous faites n'importe quoi. On va du côté du téléphone pour un premier appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô? Oui, bonsoir, madame. Allô, voilà. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, madame. Je veux dire que je suis très heureuse
d'entendre M. Omotunji, je vais vous dire pourquoi. Bon. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Oui, je disais donc, je suis très très heureuse de l'entendre, parce que quand j'étais très jeune, je devais avoir vers les 12-13 ans, il y a un livre de M. Kizerbo qui m'était tombé sous la main, et j'ai beaucoup lu ça. Et j'avais déjà des tendances, parce qu'en fait, moi, je m'appelle Anita Nago. Non, je vous va, hein. J'ai fait mes petites recherches, savoir comment mon arrière-grand-père est arrivé du Bénin, et qu'il est arrivé en Guadeloupe après l'esclavage, à la fin de l'esclavage. De ce fait, on a une espèce d'histoire comme ça qui est passée dans la famille, qui fait que je vous dis qu'aujourd'hui, je suis une personne très fière, voire arrogante, à force de mes origines, d'une partie de mes origines, et que je suis très, très, très contente de l'entendre, parce que j'ai un cousin qui s'appelait Max, qui était très instruit, qui était aussi très, très route, quelque part, et qui, toute petite, parlait un peu de ces choses-là. Alors aujourd'hui, je suis très contente de l'entendre, et j'attends le jeudi avec ferveur. Continuez sur votre lancée, je veux à tout prix vous voir dans une conférence. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. C'est un très beau témoignage parce que c'est vrai que malheureusement, c'est important de prendre des moments pour sortir des sentiers battus et commencer à explorer la vérité avec les éléments scientifiques. Parce que vous savez que le cerveau humain, il ne peut pas penser à deux choses en même temps, mais lorsqu'il est occupé par le positif, il n'a pas de temps pour le négatif. Et je le dis au moment où on parle de construire des prisons dans notre pays, je rappelle quand même aux uns aux autres qu'un cerveau humain ne peut pas penser à deux choses en même temps, que lorsqu'il est occupé avec du positif, il n'a pas de temps pour le négatif. Vous voyez, et c'est important de le souligner. Parce que la chose, c'est que la vibration du négatif ne génère que du négatif. Et quand les gens s'expriment, eh ben, ils génèrent beaucoup de négatifs. Quand les chanteurs... Je n'ai jamais vu un pays où chaque fois qu'un chanteur prend un micro pour chanter, c'est tu m'as trahi, le pays va mal, ou je vais mourir demain. Enfin, après, c'est peut-être des constats de société, tout simplement. Non. Écoutez, tout le monde a des problèmes. Moi, je ne prends pas un micro pour... quand on chante la positivité. Vous voyez, on n'est pas là pour ruminer les mauvaises idées, les mauvais trucs, parce que ça occupe encore le cerveau des gens avec les mauvaises idées. Et ça, vous voyez, quand on n'a pas, je dirais, un grand maître qui explique les choses, moi je vous dis, Ertisen, il a expliqué que la vocation de l'art, c'est d'animer les vibrations positives. Toujours. Vous voyez l'affaire? Parce que l'univers, vous voyez, est une immensité organisée sur la victoire de l'ordre sur le désordre, sur la victoire du positif sur le négatif. Donc quand vous êtes issu d'un univers où c'est le positif qui l'a emporté sur le négatif, comment ça se fait que vous avez un talent et vous sortez de vous-même du négatif? Vous voyez ce livre-là? Alors que le positif l'a emporté sur le négatif, manifestez la victoire du positif. Vous voyez ce livre-là? Et déjà dans la vibration, c'est important. Regardez. Pourquoi on ne dit pas, par exemple, la lutte pour la paix? On dit la lutte contre la violence. Parce que le but du jeu, c'est toujours de sortir la vibration de ce qui est négatif. Vous voyez l'affaire? Même quand on est contre... On peut faire le parallèle aussi. Avant, on disait agent de la paix, gardien de la paix, et maintenant, on dit force de l'ordre. Mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. C'est-à-dire qu'un mot, c'est une vibration. Vous voyez? Et s'il y a un mot négatif, il y a forcément un mot positif. Pourquoi ne pas organiser ses pensées autour des mots positifs? Pourquoi vouloir créer la négation d'un mot négatif? La négation d'un mot négatif, ça fait beaucoup quand même. C'est vrai. Vous voyez? Donc je pense qu'il faut prendre acte et il faut se cultiver. Il faut étudier ce que c'est que la vibration. Vous voyez? Et on comprend facilement ces choses-là, déjà pour soi-même. Et ça, c'est important de le souligner. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient tout de suite après avec Jean-Philippe Omotunde. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec notre spécialiste des humanités classiques africaines, Jean-Philippe Omotunde. Avant qu'il ne poursuive ses démonstrations, n'oubliez pas que vous pouvez lui poser des questions, que ce soit sur Internet, sur Facebook, ou bien en direct téléphonique au 96 10 10. Monsieur Omotunde. Voilà, alors je voulais cette fois-ci qu'on voit une autre civilisation, la plus connue donc, de cette partie de l'Afrique, qui est la civilisation de l'Égypte ancienne. Mais dans ce document, où apparaît le professeur Cheikh Anta Diop d'ailleurs,
La façon dont, je dirais, la thématique ethnique des Égyptiens anciens a été traitée vaut le détour. Et c'est pour ça que je demande aux gens vraiment de prendre le temps de regarder cette séquence, parce qu'elle vaut vraiment le regard. Une séquence qui date de combien de temps? Alors, déjà? il y a 20 ans que ce documentaire a été fait, et je pense qu'il a dû passer peut-être une fois à la télévision, c'est tout. Il y a 20 ans de cela. Voilà. On regarde effectivement Totalement. ce documentaire avec Cheikh Anta Diop. Il y a 5000 ans, ce pays était déjà le berceau d'une civilisation inégalée à bien des points de vue dans l'ancien monde. Ici commence l'histoire, avec l'Égypte des pharaons dans cette région d'Afrique qui était un don du fleuve Nil. Dans ces dédales gigantesques et cependant harmonieusement proportionnés, il devient facile d'imaginer que l'on est entré dans un monde construit par les dieux. L'Égypte des pharaons fut la plus grande, la plus ancienne, la plus inventive de toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, et elle a prospéré pendant 3 millénaires. C'est un modèle, un exemple pour les autres peuples, proches ou lointains. Mais où sont ses racines, ses origines, son point de départ? Ici se sont succédés dynastie après dynastie, les rois ayant porté à la fois la couronne de la Haute-Égypte et celle du Delta. Ces rois, qu'avaient-ils de commun avec l'Afrique? Une si grandiose architecture ne pouvait sûrement rien devoir à une Afrique qui, disait-on, n'avait créé ni industrie, ni art, ni science. Comment cette grande hiérarchie de dieux et d'esprits pourrait-elle avoir un quelconque rapport avec les marmonnements superstitieux des peuples noirs de l'Afrique centrale? Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle. Voici, dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. Alors, Monsieur Omotundi, Voilà, l'analyse donc, de ce document. Alors, la chose, c'est que là, c'est quand même un documentaire totalement atypique. Parce qu'on a un réalisateur qui a de l'audace et qui se dit qu'il faut sortir des sentiers de la fourberie et essayer d'être un minimum honnête. Vous voyez? Donc, la chose, c'est que
nous devrions en être là en 2017 et nous en sommes encore loin. On rappelle que le document date de 20 ans. Il date d'il y a 20 ans. Mais nous sommes encore très loin. Je dirais, en dépit de tous les colloques scientifiques qui ont été faits, en dépit de tous les documents, on a attesté de l'origine africaine des Égyptiens anciens, on voit bien que c'est encore quelque chose de difficile. Bon. Mais véritablement, il faut voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même la certitude que les éléments de civilisation qu'on va retrouver en Amérique du Sud viennent d'Afrique. Parce que manifestement, l'Afrique avait les connaissances civilisationnelles pour essaimer donc au niveau donc de l'Amérique du Sud, donc du Mexique. Donc le Mexique pour des raisons très importantes liées à la latitude, donc au niveau donc du territoire qui se trouve là-bas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes qui sont restés en Afrique ont traversé pour aller vers d'autres contrées par bateau, parce qu'entre-temps, les connaissances techniques se sont améliorées, et c'est le fait, parce que regardez une chose qui est assez pertinente, quand vous demandez aux Irlandais, aux Écossais, mais pourquoi le fût est une invention africaine, ils vous disent parce que l'Afrique a fait les premiers bateaux de l'histoire de l'humanité. Comme il y avait des fleuves, les gens voulant circuler sur les bateaux, eh bien, il fallait apprendre à tordre le bois. Et c'est parce qu'ils ont appris les premiers à tordre le bois qu'ils ont fait les premiers fûts. Est-ce que vous voyez l'affaire? Okay. Donc c'est pour vous expliquer les choses simplement. Donc quand l'Afrique va partir pour aller vers l'Amérique, elle va vers la sœur jumelle du continent africain. Elle ne va pas voir notre continent, elle va vers la sœur jumelle, parce que quand vous renversez la carte, vous avez l'impression que l'Amérique du Sud et l'Afrique, non seulement ça s'encastrait, mais c'est comme deux sœurs jumelles. Maintenant, ils vont par rapport à des constellations essaimer la civilisation. Mais ceux qui ont fait le grand tour, les nomades, ben, ils étaient constamment en train de marcher. Donc le fait de fonder une civilisation, ils ne connaissent pas comment ça se fait. Fonder une cité, chercher un terrain pour faire de l'agriculture, savoir concevoir un puits pour aller puiser l'eau. Tout ça, les nomades ne savent pas. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'ATD Carmonde m'a invité une fois dans un congrès mondial à faire une thématique, l'origine africaine de l'aide humanitaire. Parce que l'Afrique faisait de l'aide humanitaire aux rois européens, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de têtes de rois africains sur les pièces de monnaie en Europe. Parce que pour les remercier, eh bien, on frappait la tête du roi noir sur la pièce de monnaie. Vous voyez, ça c'est la numismatique, la science de l'étude des pièces de monnaie. Ça s'appelle la numismatique, et c'est en numismatique que vous voyez ça. Donc tout ça pour montrer qu'il y a une histoire densément riche, vous voyez, et ce qu'il y a de particulier, c'est le fait que jusqu'à aujourd'hui, tous les éléments de civilisation que vous voyez, même en Asie, sont les émanations de l'arbre africain. C'est-à-dire il y a eu des racines africaines, un tronc africain avec des branches, et les feuilles. Donc il y a eu des feuilles en Asie, il y a eu des feuilles en Amérique, mais les feuilles sortent d'un seul et même tronc. Un tronc qui a fondé la science. Vous voyez? Et c'est ce que je veux montrer, par exemple, avec ce documentaire de CNN, où on parle de l'Ossichango. L'Ossichango où, en 25 000, donc en 25 000 de l'ère ancienne africaine, l'homme va utiliser des traits pour faire des valeurs mathématiques. Or, vous avez le code barre encore aujourd'hui, où ce sont des traits qui ont des valeurs mathématiques qui permettent de fixer le prix. Vous voyez, donc la modernité de la préhistoire africaine rejoint notre modernité aujourd'hui, et ça vaut le coup de voir justement ce qui est dit à ce propos-là. On poursuit avec le prochain document sur les mathématiques africaines. Totalement. Well, Africa being credited with another contribution to science. CNN's Patricia Kelly talked with researchers who have evidence that 20,000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies under lock and key in the dusty archives on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. Best described as a prehistoric calculator, it's a piece of animal bone just 10 centimetres long, about 4 inches. Discovered in the 1950s by a leading Belgian archaeologist, the bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda. What sets the bone apart from the other fossils and fragments found at Ishango are its markings, groups of notches arranged in 3 distinct columns. They are very, very well organized.
they are not made at random. If you can make notches at random just to count how many animals you have killed today or something like that, but it's rather well organized. When the notches are counted, a series of number sequences emerges. They suggest a number system based on 10, another based on 12, as well as a knowledge of multiplication and of prime numbers. This is a replica of the bone. It's thought this piece of quartz at the tip may have been used for writing or engraving. The Ashango bone may also be proof that a highly advanced civilization existed in Central Africa 15,000 years before the emergence of Egyptian culture. Homo sapiens may therefore have evolved in Central Africa before anywhere else in the world. We have more and more proofs of mathematical activities in Africa, not written, but on stones, on bones, on strings. So indeed, there are more reasons to think that it's the start of it's the very first mathematical activity. And in my view, of course, it should not be on the 19th floor. It should be on a golden table at the entrance of the museum. It's thought Ashango man's numbers system may have spread north following the River Nile into Egypt, as well as into West Africa. Now his influence may travel even further. This award-winning film director wants to take the bone into space and make a documentary about it. I want to make a link between the history of Africa and the future of the mankind. With the help of the European Space Agency, he's already taken the bone on a practice parabolic flight in zero gravity. The project is a deliberate allusion to the opening scenes from Stanley Kubrick's classic science fiction film 2001, A Space Odyssey. 50 years after the Ashango bone was found and stuffed away in a drawer, it could be blasted into outer space, turning science fiction into fact. That could happen even before it goes on public display here on Earth. Patricia Kelly, CNN, Brussels. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez le moment où on va découvrir, enfin l'homme a fait pour la première fois une addition, une soustraction, une multiplication et une division. Voilà, c'est en République démocratique du Congo actuelle qu'on a inventé les 4 opérations. Et c'est cet artefact, donc cette tablette mathématique, donc d'Ishango, qui permet de prouver avec certitude que les 4 opérations sont nées là, y compris la notion de nombre premier. On retrouve les nombres premiers classés dans le bon ordre, donc les nombres entre 10 et 20 classés dans le bon ordre aussi sur cet artefact. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a une avance en termes de réflexion scientifique énorme, donc du monde noir, et c'est ce qui va faire que les autres peuples vont faire un bond en avant. Vous voyez, c'est-à-dire que les autres peuples vont faire un bond en avant parce qu'on va dire puiser la manne scientifique. Pythagore a étudié les mathématiques pendant 22 ans en Afrique. Platon a étudié la philosophie pendant 13 ans. On connaît le nom de leurs professeurs, on connaît les matières qui leur ont été enseignées, et on sait aussi la liberté qu'ils ont pris avec leur enseignement. Parce que des fois, ils parlent de choses, mais on voit qu'ils n'ont pas très bien compris ce qui leur a été véritablement enseigné. Ça n'a pas empêché qu'ils soient passés effectivement pour des personnes particulièrement éclairées en leur temps. Ils ne se permettaient pas de dire ça, mais c'est vrai que le regard qu'a aujourd'hui l'Occident sur son histoire, c'est un peu un regard hégémonique, même si les faits ne permettent pas d'être hégémoniques. Mais on va tordre le cou à l'information pour servir des intérêts de la géopolitique. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Maintenant, la chose, c'est qu'on voit que ces mathématiques sont les seules capables de générer la haute technologie. Vous voyez ce que je veux dire par là? Nos mathématiques sont les seuls capables de générer la haute technologie. C'est-à-dire, vous prenez toutes les civilisations de la planète, si vous voulez programmer un ordinateur, les seules mathématiques capables de le faire, ce sont les nôtres, les mathématiques de nos ancêtres. Et la chose, c'est... écoutons d'ailleurs Jacques Attali. J'ai amené un petit document qui ne dure pas longtemps. Écoutons Jacques Attali d'ailleurs qui en parle. Parce que le mieux, c'est d'avoir des testaments comme ça, des aveux. Hein, et on recoupe les versions, voilà. C'est très écoutons intéressant. ce qu'il dit parce que c'est important. Donc on voit, vous voyez, on voit que le regard colonial n'est pas le même regard
que le regard scientifique. Vous voyez, le regard colonial, c'est un regard au service des bas intérêts matérialistes, mais le regard scientifique, c'est celui de la dignité humaine. Vous voyez, et quand on fait preuve d'objectivité, ben, on a aussi l'opportunité quand même d'avouer, voilà, telle technologie, je l'ai prise en Afrique. Mais c'est assez incroyable quand même de voir que des personnes qui sont éloignées ou peut-être étrangères justement à ces cultures soient au courant, mais que la plupart des afro-descendants ne sachent pas tout ça. Mon très cher, les personnes d'ascendance africaine aujourd'hui, au moment où je vous parle, ne sont pas en mesure de parler de ce que c'est que la culture du monde noir. Vous comprenez ce que je vous dis? Tout à fait. Parce qu'il faut étudier. Moi, c'est pour ça que j'ai fondé l'Institut d'histoire à Nijar. Il faut étudier. Vous avez une somme de n'importe quoi qui se dit en permanence dans les journaux, à la radio, dans les documentaires. C'est du grand n'importe quoi. Parce que lorsque vous êtes dans des colloques scientifiques internationaux et que vous avez des gens qui vous parlent des tresses africaines et qui ne sont même pas africains, ils ne sont même pas noirs, et qui vous disent que vous avez une symétrie parfaite avec des motifs géométriques qui, si le jeune avait à faire ça sur une feuille de papier, il demanderait des outils, un compas, une équerre, vous voyez ce que je veux dire par là? Tandis qu'il fait cette coiffure dans sa tête, il a fait une forme par là qui répète là, avec une symétrie parfaite, sans prendre conscience qu'il vient de créer un algorithme mathématique. Et tout le monde dit quelle belle coiffure, mais personne ne voit l'algorithme. Vous voyez l'affaire? Et ces algorithmes-là, on en a besoin pour faire des cartes mères de matériel informatique, pour faire des jeux, enfin des principes, même à Las Vegas, il y a des jeux aléatoires, il y a des systèmes aléatoires qu'on retrouve aussi dans des applications de téléphone portable. Maintenant, toutes les applications. Je vous donne un exemple très simple. L'application la plus connue, c'est qu'avant, le téléphone portable avait une antenne. Aujourd'hui, on a mis ces formes sur des plaques de métal et on l'a mis à l'intérieur du portable, et on se rend compte qu'il y a des propriétés électromagnétiques, donc on n'a plus besoin d'avoir d'antenne à l'extérieur, puisque tout simplement, ces formes-là sur une plaque de métal permettent de capter les ondes électromagnétiques. Et tout le monde ne parle que de coiffure, mais personne n'a encore vu la dimension scientifique de cette affaire-là. Et vous avez même un mal fou, parce qu'il y a un conservatisme dans la façon de voir les choses, et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de simple que de faire évoluer les mentalités dans ce domaine-là. C'est pas simple. En tout cas, c'est en cours et on essaie de démontrer effectivement par A plus B que toutes les communautés, toutes les sociétés reconnaissent effectivement ces découvertes. Là, on ne peut plus aller contre. Vous savez, je montrais par exemple, juste pour vous montrer une chose, je montrais par exemple que l'université d'Hambourg a déchiffré le code mathématique des tissus africains. C'est-à-dire? Parce que quand vous voyez un tissu, vous dites c'est bariolé. Mais sauf que c'est un algorithme mathématique. D'accord. Les motifs sont pas une signification, les motifs. Tout est basé sur des équations mathématiques. On va essayer de donc on aura sur ce sujet-là la semaine prochaine, donc jeudi prochain. Mais avant, effectivement, on va juste annoncer la teneur des discussions de la semaine prochaine, qui vont peut-être faire grincer des dents, mais là on va s'attaquer à une partie un peu plus, la partie religieuse. Oui, sur la partie de la religion. Non, vous savez, en fait la chose, c'est, il faut bien comprendre que lorsqu'on lit le texte, même l'ouvrage de la Torah, il y a une chose qui est dite, sur laquelle aucun juif ne conteste cette chose. Vous savez, j'étais à Jérusalem, quand même on discute. C'est que Moïse, il est dit que Moïse a été initié à la sagesse divine en Égypte. Ce qui veut dire que la sagesse divine, son berceau de naissance, c'est l'Afrique. Et que les peuples sont venus de l'extérieur découvrir cette sagesse-là. Et on en parlait après. Mais aucun peuple, à commencer par les Juifs, ne peuvent pas revendiquer le monothéisme. C'est faux. Vous comprenez ce que je vous dis par là? Abraham a quitté Ur en Chaldée pour venir chez les nègres, c'est-à-dire chez les Cananéens. Et toute l'histoire va se dérouler entre Canaan et l'Égypte. Vous voyez? Maintenant, la chose qui se passe, c'est que même lorsqu'il a fallu écrire le Nouveau Testament,
Le Nouveau Testament n'est que la culture africaine recyclée par des Africains, je dis bien par des Africains, pour les Européens qui n'avaient pas de tradition. Ils n'avaient pas de tradition et malheureusement... Moi, je vous propose de regarder une petite séquence. Si on a 2 minutes pour la regarder... Pas du tout. Pas du tout. J'ai déjà dépassé le temps. Donc on la verra la semaine prochaine. Parce que dans cette séquence, les chercheurs qui ne sont pas africains, qui c'est une équipe internationale, reconnaissent que les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, Alexandrie, c'est en Afrique. Vous voyez? Donc ils vont délocaliser une connaissance, qui vont édulcorer pour permettre à l'Occident d'avoir un corpus théologique. Ça a aussi servi un peu à maintenir l'asservissement, ça peut cautionner l'esclavage, puisque j'ai l'impression que les afrodescendants qui étaient justement mis en esclavage comprenaient les dires, les textes effectivement qui émanaient de la Bible à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de transfert un peu de problématiques géopolitiques à travers cet ouvrage-là, vous voyez, qui a été conçu pour servir de multiples causes, aussi bien les causes du colon que les causes de l'esclavage. Mais vous savez que ça montre déjà que l'outil, on va vous dire oui, c'est un problème de compréhension. Non, non, tout le monde, il n'y a pas de problème de compréhension quand on fait 2 et 2 font 4. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est mathématique. C'est mathématique. La spiritualité est de cet ordre-là, pas la religion. Merci beaucoup en tout cas Jean-Philippe Omotunde pour tous ces éclaircissements et effectivement ces analyses croisées. On va continuer ce débat. Voilà, totalement. Mais on prendra le temps de regarder des éléments, des extraits de documentaires sur cette partie-là, pour que les gens puissent comprendre quand même qu'il y a un conservatisme, en tout cas, à faire évoluer à ce niveau-là pour être un petit peu objectif. Merci encore une fois et merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Restez branchés.